Salut les infocrates, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de l'affaire McKinsey. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, vous abonner, mettre les petits pouces, les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'affaire McKinsey. Alors donc cette affaire McKinsey, c'est cette entreprise comme ça de conseil, de consultants, conseils sur tous les sujets qu'on peut payer ou rémunérer pour fournir des rapports, des notes, des mémoires, etc. Et ça fait un moment qu'on sait maintenant, puisque c'est sorti il y a longtemps dans un rapport sénatorial, que le gouvernement paye McKinsey pour différents sujets, des conseils sur quoi faire sur différents sujets. Dernièrement, ce qui avait fait polémique, c'était l'éducation nationale qui avait commandé un rapport pour 500 000 euros pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer le métier d'enseignant, etc. Donc ça avait fait polémique parce qu'on s'était demandé, mais comment se fait-il que tu sois ministre de l'Éducation nationale et que tu ne sois pas capable de savoir ce que tu es censé faire au gouvernement? D'autant plus que les ministres, ils ont des conseillers, des cabinets, des gens qui travaillent pour eux, de l'administration, des gens qui sont des professionnels du secteur de ce métier et qui peuvent donner des idées, dire ce qui va pas, ce qui va pas. Donc, ça avait fait polémique. Dans l'affaire McKinsey, il y a plusieurs affaires. Il y a l'affaire des comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Donc savoir non seulement ce qui a été inscrit, est-ce que ce qui a été inscrit dans les comptes de campagne est vrai, y a-t-il des choses qui n'ont pas été prises en compte, etc. Et il y a le financement peut-être de la part de McKinsey à la campagne d'Emmanuel Macron. Ce qui pose deux sujets. D'abord, est-ce que McKinsey a fourni des financements qui derrière n'a pas été pris, a été masqué dans les comptes de campagne, pour ne pas qu'on voit que McKinsey a financé les comptes de campagne. Et derrière, McKinsey a-t-il obtenu de l'influence en ayant financé la campagne d'Emmanuel Macron, puisqu'il a été établi visiblement que certaines personnes qui étaient employées chez McKinsey sont désormais employées dans le gouvernement, dans les cabinets, différents cabinets ministériels ou dans les administrations. Donc, y a-t-il eu échange de bons procédés, échange d'influence par le biais de la financement de la campagne? On va voir. Y a une affaire de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Très clairement, le cabinet McKinsey qui fait de l'argent en France ne paye pas d'impôts en France, et on estime que en France, ce serait sur la somme de 330 millions d'euros. Sur lesquels certains impôts n'ont pas été payés, l'impôt sur les sociétés notamment. Il y a dans les affaires financières, il y a une affaire de soupçon de favoritisme. Donc très clairement, on aurait signé des contrats avec McKinsey plutôt qu'avec d'autres, parce que McKinsey aurait peut-être financé la campagne dans ce but. Donc on aurait fait encore une fois échange de bons procédés, on aurait favorisé cette entreprise-là pour obtenir du conseil. Et globalement, il y a quand même la polémique de savoir mais quelle influence a ce cabinet McKinsey sur le gouvernement pour qu'il puisse comme ça fournir des rapports entiers sur les politiques publiques gouvernementales. C'est-à-dire que c'est McKinsey qui décide de la politique que le gouvernement devrait mener. C'est McKinsey qui décide du programme du président de la République après l'élection. C'est-à-dire que cette personne, Emmanuel Macron, peut-être elle a un petit programme. D'ailleurs, on a quand même souvent dit que Macron n'avait en fait pas de programme. Hein, mais on va dire, Macron a un programme. Et il est élu sur la base de ce programme. Et après, il paye McKinsey pour lui dire ce qu'il doit faire, une fois qu'il est élu. Ça veut dire que les Français n'ont pas élu Emmanuel Macron sur le programme qu'il va vraiment faire, c'est-à-dire celui de McKinsey. Ça pose quand même un énorme problème démocratique. Et en plus du problème démocratique que ça pose, c'est-à-dire que ce sont des Américains pas élus qui décident de la politique gouvernementale, en plus, quid du coup du programme d'Emmanuel Macron au départ, voire même du non-programme. Ça veut dire que Macron, en amont, ne réfléchit pas, n'a pas réfléchi à ce qu'il allait proposer aux Français pour se faire élire. Ça veut dire qu'il y est allé comme ça, à l'arrogance. Je n'ai pas besoin, je me passe de réfléchir, de produire des idées et des propositions. Parce que de toute façon, je sais que quelqu'un va m'en faire après une fois que je serai élu.
C'est quand même très bizarre comme comportement pour quelqu'un qui a l'ambition d'être élu par le peuple. C'est extrêmement inquiétant en fait comme vision de la politique et de la démocratie. C'est très inquiétant et ça veut dire que ce sont des gens pour qui les choses ne posent pas de problème. Et en plus, cette affaire McKinsey, c'est une affaire qui énerve beaucoup les gens parce que c'est une affaire qui est traitée dans les médias alternatifs et qui n'est pas traitée dans les médias traditionnels ou très peu pour simplement poser quelques questions au président en surface sans le gêner trop. Et il y a un contexte avec cette affaire McKinsey, c'est-à-dire que vous avez le contexte de l'affaire Alexis Kohler, vous avez l'affaire McKinsey, les comptes de campagne, vous avez l'affaire du patrimoine d'Emmanuel Macron, dont on soupçonne qu'il y a aussi une histoire de fraude fiscale, mais c'est pas prouvé, mais il y a un soupçon, en tout cas le soupçon est sorti. Il y a plusieurs affaires, alors bon, après il y a aussi les affaires complètement fumeuses, complotistes, style Brigitte Macron est un trans, mais il y a un contexte en fait de plusieurs affaires qui sont sur internet, qui ne sont pas dans les médias traditionnels. En plus, il y a un soupçon de connivence entre les journalistes et le gouvernement et les hommes politiques, ce qui n'est en plus pas forcément vrai, mais comme tout ne sort pas dans les médias traditionnels, ça crée une atmosphère. C'est en fait très problématique. On a affaire à des gens, vous vous rendez compte le niveau pour que le gars se dise je ne fais pas un programme énorme, je suis élu, je paye McKinsey pour me faire mon programme. Et après je fais ce que dit McKinsey, je fais ce que dit Uber, parce qu'il y a les histoires du Uber Files. C'est quand même très inquiétant qu'on soit dirigé par cette personne. Moi, je trouve ça très, très inquiétant. C'est inquiétant. Voilà. Et les gens sont inquiets. De toute façon, les gens sont lucides. Les gens ont vu, les gens ont des yeux. Les gens ont vu, les gens ont des oreilles. Les gens ont lu les articles. Les gens ont vu les documentaires. Les gens savent. Donc, le gouvernement a raison, craint une crise sociale, voire une crise de régime sans précédent. Les services sociaux, à mon avis, doivent faire des notes. À mon avis, doivent faire beaucoup de notes pour dire s'il y a coagulation des luttes, croisement des luttes, ça peut provoquer des choses dont on ne maîtrisera pas à la fin. Les services de renseignement savent, tout le monde sait, la police sait. Il y a le mouvement anti-vax tous les samedis dehors. Il y a les gilets jaunes tous les samedis dehors. On dit souvent que ce sont des mouvements qui s'essoufflent et qui perdent en intensité. C'est vrai, ça perd en intensité, mais c'est pas parce que ça perd en intensité que ça n'existe plus. Si les manifs continuent, ça veut dire que à un moment donné, sur un événement où tout le monde voudra sortir, ils peuvent capitaliser parce que eux, ils auront été là avant les autres. Et les gilets jaunes, pareil. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est. C'est assez problématique. Et la colère monte, en fait. La colère sociale monte. Parce que, en fait, tout simplement, les gens ne peuvent plus, non seulement ne peuvent plus manger à leur faim, mais en plus, ils ont au-dessus d'eux des dirigeants dont ils ne savent pas s'ils servent leurs intérêts ou pas. Et ça, en fait, on ne sait pas pour qui nos dirigeants travaillent. Et ça, c'est extrêmement perturbant et c'est plus grave que juste une crise financière, économique, sociale, de on peut pas manger. Il y a le on peut pas manger, mais le on peut pas manger, pour les gens, ça a une cause. C'est le gouvernement qui fait en sorte qu'on s'appauvrisse et qui enrichit d'autres personnes que le peuple français. Et ça, c'est extrêmement délétère comme atmosphère. Et il va falloir à un moment donné que les gens responsables se penchent sur ce qui se passe et qu'on règle les problèmes en France. Parce que, encore une fois, je vous dis, les crises sociales peuvent se coaguler, il peut y avoir convergence des luttes. Les anti-vax, aujourd'hui, ça perd en intensité. Demain, il y a un événement quelconque. Si les anti-vax sont encore en train de défiler dans la rue, il peut y avoir convergence. Donc, il faut faire attention, surveiller ça, parce que ça va de pire en pire. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!